Rebonjour Gaucho, tu as la dernière fois d'expliquer tout par un chemin d'ensemble résultant d'un objectif caché. Oui, c'est cela. Qu'entends-tu par là? Le fait que les tenants du système de domination pensent que tous les effets dont ils parlent sont dus à une raison générale de dominer et d'oppresser. Il y a en fait un biais téléologique. Un quoi? Il existe deux types de comportements. Tout d'abord, le comportement mécanique, qui n'est qu'une succession de causes et de conséquences qui suit des règles. Par exemple, la bille sur ce plan incliné va avoir un mouvement correspondant à la gravité, la vitesse initiale, le temps, ainsi que l'angle du plan. Ensuite, le comportement téléologique, qui s'agit d'une succession d'actions qui servent à accomplir un objectif. Par exemple, une personne voulant se rendre d'un point A à un point B va mettre en œuvre les possibilités de son corps pour atteindre cette destination. Pour reprendre l'exemple, une bonne façon de les distinguer va être de rajouter des obstacles. Si le comportement est mécanique, alors le point final va être modifié, mais les mouvements vont être les mêmes jusqu'à la rencontre avec l'obstacle. Par contre, si le comportement est téléologique, alors dès que l'on identifie un obstacle, les mouvements de la personne vont être modifiés pour atteindre tout de même la destination. À partir de là, on a identifié un biais téléologique. C'est l'inclinaison que l'on a tous à croire que les événements qui arrivent sont dus à un objectif, c'est-à-dire qu'ils sont téléologiques et pas mécaniques. C'est partir du principe que l'objectif final était là dès le départ, et on imagine le présent par rapport à la fin. Pour en donner deux exemples célèbres, Voltaire se moquait de cette inclinaison dans Candide au travers du personnage de Pangloss, qui dit que le nez a été créé pour que l'on mette des lunettes dessus. De même, Tolstoï se posait la question « À quoi sert le vent ?», à laquelle il répondait « À ce que nous respirions ». Ce biais a été énormément étudié par la psychologie sociale et il se trouve que, lorsque l'on présente aux personnes testées des événements et qu'on leur demande de suite des explications, il ressort que les explications volontaires sont considérées comme des meilleures explications que celles qui ne relèvent que d'une logique mécanique sans objectif. Ce qui est intéressant, c'est que l'on pourrait se dire que cet effet est simplement dû au fait que, dans certaines situations, les explications relevant d'un objectif sont plus probables. Par exemple, lorsque vous voyez une voiture, en fait, il est bien plus probable que quelqu'un ait voulu la créer, et qu'elle n'a pas poussé comme ça du haut d'une plante. Mais l'étude montre que la propension à choisir une explication téléologique va plus loin que cette simple probabilité. D'ailleurs, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, il semble que la propension à penser d'emblée qu'un événement résulte d'un objectif soit plus grande pour les événements négatifs que pour les événements positifs. Ce biais téléologique transforme une explication tout à fait tenable en pseudo-science. Cet ajout peut sembler microscopique, mais il est fondamental. Pour revenir au cas du dessin intelligent, c'est ça qui constitue l'ajout qu'ils font à la théorie de l'évolution. Ils prennent toute la théorie de l'évolution, mais y ajoutent une volonté que les choses étaient ainsi. Cependant, ce simple ajout fait perdre la scientificité de cette hypothèse. Pour t'en donner quelques exemples, c'est d'abord quelque chose que l'on retrouve souvent dans la religion. Quand une catastrophe arrive, on pense que c'est la volonté de Dieu qui a voulu nous punir ou des démons qui ont voulu nous faire du mal. Ainsi, quand la pandémie de Covid-19 est arrivée, l'imam Hadi al-Modarresi a déclaré que ce virus avait été créé par Allah dans l'objectif de punir les Chinois pour les mauvais traitements qu'ils infligeaient aux musulmans ouïghours. Bon, pour l'anecdote, il a fini par attraper le Covid-19. Autre exemple, les chrétiens font le bénédicité à chaque repas, qui consiste à remercier Dieu car ils pensent que c'est lui qui a voulu qu'ils aient un repas. Ensuite, c'est quelque chose que l'on retrouve souvent dans les théories du complot. En effet, la principale caractéristique des complotistes est de se demander à qui profite le crime. De penser que rien n'arrive par hasard, que si un événement profite à une organisation ou à un État, c'est forcément que c'est cette organisation ou cet État qui l'a voulu. Cette démarche consiste à se demander à qui profite le crime, puis à considérer sur ce seul motif l'événement comme le résultat d'un projet de cette personne. Par exemple, les attentats du 11 septembre 2001 ont eu pour conséquence l'attaque des pays musulmans et globalement aussi l'Israël. Ils disent donc que c'est Israël qui a fait le coup. Brenner en donne un exemple assez parlant. Quand il y a un embouteillage, chacun veut y passer le moins de temps possible. Pourtant, un phénomène global apparaît qui fait que les gens rentrent chez eux plus lentement. À part de là, un raisonnement téléologique va dire que ce sont les producteurs d'essence qui ont organisé l'embouteillage. Ah, mais tu fais une confusion courante, Gaucho. On ne prétend pas que les systèmes de domination sont laissés par la volonté de chaque individu. C'est plutôt d'un vent global de toute la société. Je suis d'accord, c'est pourquoi j'ai utilisé le mot objectif et pas volonté. S'il y a une volonté, on parle alors de biais d'intentionnalité. La différence est subtile, je vais donc prendre un exemple réel. Quand on demande à des enfants pourquoi le soleil brille, ils ont tendance à répondre pour que les plantes puissent pousser. Ils ne pensent pas que le soleil est une volonté particulière, mais ils pensent que c'est l'objectif global de l'irradiance du soleil. S'il y a une volonté, alors qu'il y a forcément un objectif, mais
Aussi étrange que cela puisse paraître, il n'est pas rare de penser qu'une chose relève d'un objectif sans qu'il y ait de volonté par ailleurs. Un bon exemple de cela est la contradiction théologique suivante. Selon les religions abrahamiques, Dieu a créé l'homme avec le libre arbitre, c'est-à-dire une pensée totalement indépendante de lui. De l'autre, Dieu est le maître de l'univers tout entier, le maître de la course du monde et le maître du jugement dernier. Si les choses adviennent, c'est que c'est lui qui l'a décidé. Or, le futur du monde dépendra des volontés humaines. Donc, comment Dieu peut-il contrôler la marche du monde avec tant de facteurs sur lesquels il n'a aucun contrôle? La réponse généralement apportée à cette question est celle du destin. Dieu déciderait de la marche du monde, et les hommes peuvent prendre les décisions qu'ils veulent indépendamment de Dieu, ça finira toujours globalement par arriver là où Dieu l'a décidé. On a donc là bien un objectif global du monde qui ne dépend pas de la volonté des hommes. C'est vrai qu'à première vue, ça peut paraître plus facile de croire à un objectif global de la société plutôt qu'à une volonté cachée. Après tout, sans volonté, on ne peut pas parler de complot. Ce n'est donc pas stricto sensu une théorie du complot. Et si l'on y réfléchit plus profondément, on se rend compte que supposer une volonté ne suppose un objectif que de personnes physiques ou même de personnes morales, telles qu'une entreprise ou une association. Or, on sait que les personnes ont une volonté. A l'inverse, supposer un objectif de quelque chose de non humain tel qu'une société suppose déjà de croire que cette chose puisse avoir des objectifs. Croire en un objectif sans volonté nécessite donc de faire appel à plus d'hypothèses que de croire en l'existence d'un objectif caché de personne. En fin de compte, le rasoir d'Occam rend l'hypothèse de l'objectif sans volonté moins plausible que l'hypothèse de l'objectif avec volonté. Ce genre d'explication est en effet fallacieux en ce qui concerne la nature. En effet, il n'y a aucune raison de croire que la nature a une volonté. Mais ce genre de réflexion s'applique très mal quand il s'agit de phénomènes sociaux. Et cela pour une raison simple. C'est que les hommes possèdent une volonté et font la plupart de leurs actes selon cette volonté. Une personne a une volonté. Même une personne morale a une volonté, puisqu'on l'a construite de sorte qu'elle en est une. Cela n'est pas le cas d'un groupe tout entier. Dans ce cadre-là, on a inventé le concept de téléologie sociale, qui consiste à ériger la société en entité antérieure et supérieure aux individus. Comme le rappellent souvent les tenants des systèmes de domination, cet objectif ne s'appuie pas sur des personnes, il est indépendant de toute volonté. Un peu comme dans le cas du destin divin dont nous parlions tout à l'heure. Il est vrai que le biais téléologique a surtout été étudié dans le cadre des sciences de la nature. Cependant, il y a quelques années, Pascal Wagner-Egger, Sylvain Delouvet, Nicolas Govrit et Sébastien Dieguez ont réalisé une étude sur les causes de l'attitude complotiste. Il ressort de ces études que la croyance dans le conspirationniste et celle dans le créationnisme sont fortement corrélées, et que le biais téléologique est le point commun entre ces deux croyances. Ah ouais, c'est vrai que c'est bizarre comme raisonnement. Mais c'est quelque chose de totalement courant. Par exemple, une des bases des enquêtes de police est de rechercher ceux qui pourraient avoir un mobile et avoir commis un délit. Et ils ont raison de le faire. C'est en effet une très bonne méthode pour trouver les pistes à explorer. Le problème est que le mobile ne constitue pas une preuve de la culpabilité de quelqu'un. Il est nécessaire ensuite de creuser cette piste afin de voir si l'on trouve des preuves de cette thèse. Et tu crois que c'est vraiment applicable au système de domination? Oui, j'ai écouté plusieurs tenants des systèmes de domination, y compris des universitaires spécialistes de ces questions. Il en ressort qu'ils pensent qu'il y a un objectif de la société, et pas des individus, je le précise, à ce que tout aille dans le sens de la domination des dominés par les dominants. To remove it. So an anti-racist frame understands racism as a system. While individual players partake in it, it's not dependent on individual players, right? It's embedded in the fabric of the society, in all the institutions, the norms, the practices, the policies, the way that history is told, and it functions to ensure an unequal distribution of basically everything between people of color as a whole and white people as a whole. C'est juste pour te montrer que la société est construite de sorte à ce que le sexe masculin ait une domination par rapport au sexe féminin. Le racisme et la suprématie blanche sont ancrés dans notre système, dans l'application de la loi, dans la justice pénale, les soins de santé, l'éducation et bien plus encore. Nous qualifions parfois SEM de brisé, mais SEM obtiennent les résultats exacts qu'ils sont censés produire. Ce n'est pas une coïncidence et ce n'est pas un défaut de conception. Comme l'indique le cas d'Equity X Design USA, le racisme et l'iniquité sont des produits de conception, ils peuvent être redessinés. Et c'est là, je crois vraiment, toute la force en fait, du système patriarcal, c'est qu'on ne peut même pas le nommer en fait. On ne peut même pas le dire ça, on ne peut même pas dire bah si, vous êtes en guerre contre nous, vous essayez vraiment de nous meurtrir par
un champ infini de registres d'oppression, c'est ça aussi la force du patriarcat. Lorsque Lilian Thuram évoque un complexe de supériorité, il fait écho au fait que la société est organisée pour comporter les personnes blanches dans l'idée qu'elles sont la norme. J'aimerais en particulier parler de cette affaire. Les Grecs anciens peignaient les statues, elles n'étaient pas juste de pierre comme nous les voyons aujourd'hui. Cependant, cette peinture ne résistant pas aussi bien au temps que la pierre, seul le matériau de base nous est resté. Or, l'année dernière, France Culture avait sorti un article présenté comme suit dans un tweet. On vous ment, depuis 2000 ans. Non, ces yeux grecs n'étaient pas blanches, mais de toutes les couleurs. L'histoire nous l'a caché pour promouvoir le blanc comme l'idéal d'un Occident fantasmé, contre les couleurs symboles d'altérité de mixage. #Culture Prime. Cet article a été tellement moqué que le titre a été modifié et le tweet retiré. Cependant, vous pouvez toujours voir l'article sous la vidéo que l'on peut en toute honnêteté qualifier de conspirationniste. En fait, ayant fait du latin, notre prof nous en avait parlé une fois. C'est vrai que ça m'a fait étonner, mais bon, ça m'était dit en plein cours par une prof de l'éducation nationale. Donc bon, au niveau mensonge répété depuis 2000 ans, on repassera. Mais Gaucho, je sais que les termes sont un peu ambigus. Soyons généreux. Peut-être tout ça constitue des métaphores, certes très peu claires, des différences entre les différentes populations, comme la surreprésentation des postes de pouvoir, ou bien encore les mécanismes, par exemple le fait que la surreprésentation dans les postes de pouvoir s'accompagne de revenus moyens plus importants. C'est ce que j'ai pensé au début, mais cette explication ne tient pas. Tout d'abord, la notion même de privilège, c'est-à-dire de loi privée, montre bien cette idée téléologique. L'idée est que certains faits favorables à telle ou telle population seraient dus à une règle invisibilisée qui dit que l'on doit accorder telle ou telle chose uniquement à cette population. Des privilèges qui reviennent aux uns, qui sont refusés aux autres sous forme de droits. Personne parmi les racisés ne demande des privilèges, on demande juste à ce que les droits soient reconnus et exercés. Ensuite, tu entendras souvent dire que le racisme anti-blanc ou le sexisme anti-homme n'existe pas. Même si, par exemple, on constate des agressions contre les blancs motivées par cela, et des discriminations, au logement par exemple, motivées par le fait que la personne est un homme. Pourquoi ? Si c'était juste un constat ou un mécanisme, ça n'aurait aucun sens. Le constat est là et les différences ne sortent pas de nulle part. En réalité, ils disent que ni le racisme anti-blanc ni le sexisme anti-homme n'existent parce que ces actes ne s'inscrivent pas dans l'organisation de la société qui cherche à oppresser respectivement les non-blancs et les femmes. D'ailleurs, tu noteras qu'ils prônent toujours de gérer les faits en partant du système de domination et de juger par rapport à ce système. À dire, si on commence à reprendre à son compte le discours de l'extrême droite, qui nous dit qu'au fond, tous les racismes, ça se vaut, eh bien, on est en train de nier la réalité de l'expérience d'une partie importante de nos concitoyens et de nos concitoyennes, et dire qu'au fond, traité de sale blanc ou traité de sale noir, c'est la même chose, c'est faire comme si, quand on dit sale blanc, ça résonnait avec toute une histoire, avec toute une expérience sociale ordinaire et avec tous les discours politiques. Comme le précisait Éric Fassin dans cet extrait, c'est le contexte social qui permet de dire qu'un acte est raciste ou pas, ce qui montre qu'il parle d'une chose précédant les individus. Mouais. Je trouve que tu associes un peu vite cette notion de téléologie au système de domination. Détrompe-toi, concernant l'étude dont je te parlais tout à l'heure, sur le lien entre téléologie et complotisme, il se trouve que 2 des auteurs ont été interrogés par Slate. La journaliste leur a posé cette question. À ce titre, celles et ceux qui pensent que toute la vie humaine est une affaire de lutte de pouvoir entre des personnes qui oppressent et d'autres qui sont opprimées, ne surinvestissent-ils pas un peu trop dans le biais téléologique ? À cela, Dieguez a répondu « Une fois qu'on a pris le pli, on commence à voir de la pensée téléologique partout. Les exemples que tu donnes sont pertinents. En particulier, une manière de penser en sociologie qui n'est vraiment pas loin d'une forme de complotisme créationniste où il s'agit d'expliquer l'ensemble de la réalité sociale ou ce qu'on croit être la réalité sociale, en termes d'une sorte de processus inéluctable guidé par la nécessité d'accomplir cette réalité, comme si tout ce qu'on voit sous nos yeux devait en être ainsi par la force d'une cause ultime. Ouais, c'est intéressant. En fin de compte, c'est vrai que c'est vachement chelou comme façon de raisonner. Il existe plusieurs explications à l'existence de ce biais. Premièrement, c'est simple. Tout d'abord, en l'absence d'informations, quand vous constatez qu'un élément a une certaine structure, il est alors relativement simple de penser que la structure est le résultat d'une fonction que l'objet doit accomplir. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, le biais téléologique est particulièrement fort chez les enfants, car, ayant peu de connaissances sur les mécanismes du monde, ils remplissent avec des explications téléologiques. Deuxièmement, notre monde moderne en est rempli.
Une des explications possibles est que, dans notre monde moderne, la quasi-totalité de ce qui nous entoure a été fait par l'homme. Que ce soit l'ordinateur ou le téléphone sur lequel on est en train de regarder cette vidéo, la table où il repose, les films que nous regardons, ou même la langue que nous parlons. Quand nous avons un objet qui a été usiné, à part les problèmes d'usinage, chaque partie de cet objet est comme cela parce que l'on a voulu qu'il en soit ainsi. Comme c'est notre expérience quasi systématique, il devient courant de penser que c'est le cas, même dans des cas où ça n'a aucune raison de l'être. Troisièmement, c'est pratique pour comprendre le comportement d'autrui. Notre explication, c'est que, lorsqu'on applique ce raisonnement à des individus, il est en fait assez pratique pour comprendre autrui. Après tout, on ne peut jamais savoir ce qui se passe à l'intérieur de la tête de quelqu'un d'autre. Il permet, à partir de l'observation du comportement et de l'environnement d'autrui, d'avoir une meilleure compréhension de l'autre. Attention cependant à ne pas tomber dans le procès d'intention, qui consiste à affirmer, sans preuve aucune, que le comportement d'autrui résulte d'une intention cachée. Quatrièmement, la survie dans la jungle. Dans la nature, supposons qu'un animal entend un bruit. S'il pense que cela vient d'une menace alors que ce n'est pas le cas, il aura juste l'air un peu con, mais finalement, ça lui aura pas coûté grand chose. Mais si, au contraire, il pense que cela n'est que le vent, alors que c'est un animal qui veut tuer, bof les chances de survie. On peut donc penser que l'évolution nous a amenés à considérer d'abord un acte volontaire plutôt qu'un mécanisme sans objectif. Je pense que c'est une des choses qui séduisent dans les scènes de domination. Il joue sur une menace et il semble humain, même si c'est fallacieux, de se dire qu'il est toujours plus prudent de prendre cette mise en garde au sérieux. Cinquièmement, ça donne du sens. Si l'ensemble de ce que nous voyons répond à un objectif global, eh bien tout a un sens. Le monde se dirige vers un but et notre existence a un sens. C'est une des raisons qui attire beaucoup dans la pensée religieuse. Sixièmement, le contrôle social. Mais il semble qu'il y ait une autre explication bien plus importante. En fait, il semble que les gens aiment l'explication d'un objectif car cela permet de rendre le problème socialement contrôlable. Les gens veulent pouvoir intervenir sur le monde pour obtenir certains résultats qui leur paraissent souhaitables. En effet, si jamais les éléments que nous observons ne sont liés qu'à une chaîne de causes et de conséquences, eh bien, c'est très gênant, car il est très difficile d'arrêter un grand nombre de mécanismes sans but. Mais si cela est dû à un objectif, alors, il suffit d'abattre cet objectif pour que le mal s'arrête et que tout rentre dans l'ordre. Ainsi, Pour la science raconte une expérience intéressante des chercheurs à ce sujet. On sépare les sujets en deux groupes. Dans un premier groupe, on fait deviner un concept aux participants. Pour cela, on commence par prendre un concept à faire deviner à des personnes, par exemple celui de la vitesse. On leur donne un couple d'images dont l'une contient un indice. Pour la vitesse, on leur donnait par exemple une voiture et un hamburger. S'ils sélectionnaient l'indice, ils recevaient un signal positif. Sinon, ils recevaient un signal négatif. On recommence alors avec un nouveau couple d'objets. Les participants finissaient souvent par trouver le concept à deviner. Dans le second groupe, on recommençait l'expérience à une variation près. Cette fois, sans leur dire, le fait de recevoir un signal positif ou négatif ne correspond pas du tout au fait d'avoir choisi le bon indice, mais cela est choisi aléatoirement. Pourquoi une variation aussi bizarre ? Parce que les participants devenaient totalement déboussolés à cause des informations totalement contradictoires, mais dont ils devaient pourtant faire quelque chose. Ainsi, ils finissaient par ressentir un sentiment de perte de contrôle. Ensuite, on leur demandait de se placer dans un cadre imaginaire où ils étaient un cadre sur le point d'obtenir une promotion. On note un soir des échanges virulents entre le chef et un collègue. Le lendemain, la promotion nous est refusée. On leur demandait alors de dire s'ils avaient été l'objet d'un complot. Ce qui est fascinant est que, contrairement au premier groupe, le groupe dans lequel on induisait une perte de contrôle prenait systématiquement l'explication complotiste. Selon l'article, ce comportement serait motivé par l'espoir de comprendre l'environnement et de retrouver un certain contrôle sur ce qu'il se passe. On en a eu plusieurs exemples historiques. C'est un phénomène que l'on a observé dans la chasse sorcière. Quand la mort d'un animal ou même d'un enfant survenait, le propriétaire de l'animal ou le parent de l'enfant ne pouvait imaginer que cela ne puisse être que l'effet du hasard ou de bactéries sans la moindre volonté et que de toute façon ils ne connaissaient pas. Ils n'avaient alors que leurs yeux pour pleurer. C'est pourquoi ils prenaient la première personne qui eut un comportement suspect, comportement qui pouvait être d'avoir mis la main sur une fenêtre 3 jours avant, et que l'on accusait d'avoir provoqué ce mal. Puis on demandait à la justice inquisitoriale de condamner cette pauvre personne, et ainsi on pensait que la source du mal était arrivée. De même, les tenants au système de domination pensent que tous les problèmes touchant spécifiquement aux majorités d'une population sont dus à une organisation sociale globale qui cherche à dominer et oppresser ces populations. Et c'est très rassurant, car cela permet de se dire que ces phénomènes sont purement le fruit d'un objectif global et qu'il suffit d'aborder cet objectif global pour que tout s'arrange. Pour conclure, je dirais que l'on sait que les individus ont des objectifs. Et c'est à peu près tout.
Jusqu'à preuve du contraire, le monde n'est qu'une succession de causes et de conséquences qui agissent mécaniquement sans objectif précis. Tu peux croire que des entités qui ne sont pas des personnes ont des objectifs, mais dans ce cas-là, il faut reconnaître que cela relève de la pure croyance, religieuse ou non. Certains faits sociaux sont en effet plus favorables à certains individus ou à certains groupes, mais cela n'est en rien une preuve qu'il fallait qu'il en soit ainsi. À ce titre, j'aimerais citer Karl Popper. C'est une thèse, que j'appellerai la thèse du complot, sur laquelle il suffirait, pour expliquer un phénomène social, de découvrir ceux qui ont intérêt à ce qu'il se produise. Elle part de l'idée erronée que tout ce qui se passe dans une société, guerre, chômage, pénurie, pauvreté, etc., résulte directement des desseins d'individus ou de groupes puissants. Ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des faits sociaux se réduit à un but. Un seul et unique but. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois.